Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la 3e saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Si vous aimez ce travail, dites-le moi sur votre plateforme d'écoute préférée en vous abonnant, en mettant 5 étoiles au podcast et en laissant un commentaire. C'est par ces actions que le podcast est visible. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, c'est précieux. Aujourd'hui, je veux vous plonger dans l'ambiance de notre échange. Avant d'enregistrer notre conversation, Alice m'avait invitée à déjeuner chez elle et nous avions commencé à discuter ensemble autour d'un repas délicieux. Puis, j'ai sorti mes micros, mon enregistreur sur sa table de salon et dans cette douce lumière d'un vendredi midi, je suis partie à la découverte d'Alice. Et de ce moment de partage est née une conversation puissante, inspirante, émouvante. J'ai souvent été très émue pendant notre échange. Parfois les larmes me montaient aux yeux, tant parler du rapport au corps fait émerger des émotions fortes chez moi et peut-être aussi chez vous. Avant de vous emmener à la rencontre d'Alice, je tiens une nouvelle fois à la remercier pour tout ce qu'elle a partagé à mon micro et pour ce qu'elle m'a permis d'exprimer. C'est parti pour 1 heure avec Alice Gentil, masseuse intuitive, fondatrice de Maison Plexus. Bonjour Alice. Bonjour Claire. Merci de m'accueillir chez toi pour enregistrer cet épisode du podcast qui t'est consacré, du coup. Alors Alice, peut-être je vais te laisser te présenter en quelques mots, si tu veux bien. Ouais, alors merci et bienvenue chez moi. Donc moi c'est Alice, je suis masseuse intuitive, maintenant j'aime bien dire ça comme ça, et sophrologue. Et je suis la créatrice de Maison Plexus. Voilà. Ça, c'est pour la partie pro. Et puis sinon, en perso, j'ai 34 ans et je vais devenir maman dans pas très longtemps, dans 1 mois et demi. Ou peut-être moins, je ne sais pas. Mais voilà. Super. Alors je te propose Alice qu'on remonte un peu dans le temps, si tu veux bien, parce que dans ce podcast, moi j'aime bien comprendre un peu les parcours, ce qui s'est passé, ce qui t'a construite aussi, et comment en fait finalement tu es arrivée à lancer Maison Plexus, voilà, et qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qui t'anime aussi dans ce que tu proposes désormais avec Maison Plexus. D'abord, on peut parler de tes études, parce que je crois que tu as fait des études plutôt en tout ce qui est histoire de l'art, conservation, etc. Pourquoi, en fait, t'es partie là-dedans ? Alors, tout à fait. En fait, pour remonter, donc j'étais une très bonne élève. Hein, j'ai eu bac mention très bien. Je suis pas peu fière de le dire quand même à chaque fois parce que je te comprends. Moi, c'est pareil et c'était vraiment une fierté. Ouais, et un petit truc quand même. Voilà, j'ai quand même. Et il faut le souligner parce que justement, je pense que les choix que j'ai pris aujourd'hui. Je ne les aurais jamais fait à 18 ans avec mon bac en poche, mention très bien. J'aurais jamais osé dire à mes parents. D'ailleurs, je n'y pensais même pas à ce moment-là, mais dire je veux faire une école de massage, par exemple. Et donc, j'étais très imprégnée de l'univers artistique et culturel parce que j'ai un papa qui est professeur d'art plastique pour les déficients visuels. Enfin, qui est maintenant à la retraite, mais qui nous a beaucoup emmenés au musée, voir des choses un peu étranges, des performances, des choses comme ça avec ma frangine. Et donc, j'ai assez vite voulu faire des études dans l'histoire de l'art. Donc, j'ai fait un double cursus à Lille 3. Ouais. Ouais, puis j'ai quand même eu 2 licences en 4 ans. Et je voulais du coup travailler dans la conservation, dans les musées. Donc j'ai fait une année à l'école du Louvre. Ouais.
à Paris. C'était C'est un une peu un super... lieu mythique, ça, en plus. Ouais. Et j'avoue, aller voir, tu vois, en fait, on étudiait les tableaux, mais on les voyait, ils étaient devant nos yeux, quoi. Et je me souviens, il y avait les Japonais qui nous prenaient en photo, donc on écoutait les cours de nos profs devant les tableaux les plus connus. On montait sur les toits de l'Opéra de Paris pour apprendre l'architecture. C'était vraiment une année de fou. Et pendant cette année-là, j'avais fait un stage au musée des Arts Déco, dans le département des jouets. C'était super, j'étais dans les réserves, je voyais des vieux jeux, tu sais, en bois de 1800 quelque chose. C'était vraiment marrant. Je préparais une expo sur Playmobil. Génial. Je faisais tous les cartels et tout. C'était marrant. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le métier de médiateur culturel. Donc tous les guides, les personnes qui sont dans les musées et qui travaillent aussi pour faire venir des publics différents, qu'on dit souvent éloignés de la culture. Ça pouvait être... des gens en précarité sociale, éloignés de l'offre culturelle en général. Et du coup, ensuite, j'ai voulu partir plutôt dans un master médiation culturelle. D'accord. Donc, j'ai fait un master à Lille de médiation culturelle et du coup, j'ai passé 7 belles années dans la culture et notamment dans la danse contemporaine. Et c'est là où finalement, je pense qu'il y a quand même déjà le corps qui était présent. La question du corps. Et en fait, moi, mon boulot, c'était vraiment de mettre en place des ateliers ou de faire venir des publics variés voir des spectacles. Alors, ça pouvait être des détenus de prison, des collégiens, des lycéens, des étudiants, des personnes aussi, je me souviens aussi de super projets. Ceux que j'ai le plus retenus, c'était avec des mineurs isolés. Ouais. Et du coup, 7 belles années là-bas, mettre en place des projets, notamment pour une association qui s'appelle Latitude Contemporaine, qui propose un festival dans la métropole lilloise, dans plein de lieux différents. Et très chouette expérience. Et en même temps, à un moment donné, j'ai eu envie de bouger. Et il faut dire aussi que depuis que je suis petite, il y a à la fois mon père qui nous a emmenés au musée et dans tout l'univers artistique, et ma mère qui était psychomotricienne. Et du coup... je me souviens que ma mère nous a massés et j'ai eu un massage. Elle revenait de formation, elle avait fait une formation de massage et je devais avoir 10 ans. Et elle nous avait massés à son retour de formation, ma sœur, moi et mon père, mais chacun à un moment dédié. Et je me souviens, c'était sur la table de la cuisine, parce elle avait pas de table de massage, voilà. Et en fait, c'est vrai que les premiers trucs que tu apprends en formation, c'est faut pas masser sur un lit. C'est pas conseillé, en tout cas, vaut mieux masser au sol ou sur une table si vous avez une bonne grande table de cuisine. Et donc, j'avais passé ce moment-là avec ma maman qui m'avait massée. Et franchement, à 10 ans, ça marque en fait aussi. Hein. Ouais, carrément. La sensation que tu avais dû ressentir à ce moment-là. Ouais, complètement. Ouais. Et puis, tu sais, ce moment en face à face avec ma mère, dédié. Et puis moi, je suis la deuxième en plus, donc finalement, j'ai pas trop connu le côté solo. Ouais. Et là, j'étais impressionnée aussi d'avoir ce moment-là, rien que pour moi et avec ma mère. D'accord. Voilà. Donc il y avait déjà un peu ce mélange entre l'art et le corps. Exactement. Déjà dans ta famille. Ouais. Après, dans ton parcours. Ouais. Et du coup, comment tu te rends compte que c'est ça ? Qu'est-ce qui se passe en fait En fait, le déclic, ça a quand même été presque un début de burn-out.
D'accord. J'ai changé de boulot et je me suis retrouvée en fait assez vite à me dire waouh, là ça va pas. J'avais la boule au ventre en fait tous les matins à aller au travail. Donc c'était mon corps qui parlait, hein, pour le coup, c'était vraiment les signaux du corps. Je rentrais, j'étais pas très bien et je pense qu'en fait j'étais épuisée parce que le milieu culturel est aussi très politique. Ça, c'est souvent on n'en parle pas trop dans les études et on se retrouve confronté à tout ce qui est demande de subvention, la politique publique, politique de la ville, les orientations, etc. Et je me sentais un peu démunie. Fatiguée, je faisais beaucoup d'heures, et puis pas beaucoup de reconnaissance, hein, c'est quand même en fait, on est un peu les petites souris, personne ne voit trop ce qu'on fait, c'est pas un métier qu'on connaît, médiateur culturel chargé de relations avec le public, ça parle pas trop aux gens, et pourtant, voilà. Et donc, j'allais pas bien. J'ai du coup dit, je vais arrêter, je vais négocier une rupture conventionnelle. Et à ce moment-là, franchement, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire, quoi. C'était la grande inconnue. Tout en, vu que j'aimais bien faire déjà moi-même, proposer des ateliers, j'étais aussi de mon côté assez ouverte et curieuse à faire des ateliers pour moi, perso. Et donc, j'avais fait un atelier de sophro. Le yoga, j'adore ça ça fait 8 ans que je fais du yoga. Je me suis arrêtée. J'ai pris le temps qu'il fallait un peu souffler, digérer l'arrêt du travail et de passer à autre chose. Parce que j'étais très en colère contre le milieu culturel. Ouais, c'est tous des cons. C'est un milieu de merde. Enfin, voilà, un peu enragée. Ouais. Et il a fallu que je me calme un peu. Et donc, j'ai beaucoup travaillé finalement sur moi. J'ai fait des super formations à la fac dans tout ce qui est psycho-relationnel. J'ai découvert la gestalt thérapie. Communication non violente. La communication non violente. Et tout ça, ça a fait qu'à un moment donné, j'ai bifurqué vers pourquoi pas le massage, pourquoi pas la sophro. Alors j'ai hésité un peu entre les deux. Et petit à petit, j'en ai parlé à mes amis. Et pour mes 30 ans, mes super amis m'avaient fait une cagnotte. Et j'ai pu m'offrir mes premiers modules de formation en massage. Parce que finalement, avant de faire une école, de se lancer à son compte, etc., faut tester. Oui, savoir si ça plaît vraiment. Parce que faire tout un cursus... investir du temps aussi. Exactement, ouais. Donc j'avais comme ça pris plusieurs modules et même d'ailleurs en y réfléchissant, les premiers modules de massage, je les ai faits, j'étais encore salariée quand même. Hein. Donc tu vois, je prenais des jours, des jours de récup pour faire déjà, on me dit ça me fait kiffer. Je crois que c'est une fois, j'ai bossé aux Maisons Folie, à la Maison Folie Oisem, et c'est une collègue qui m'avait dit... alors, elle était partie en Thaïlande faire un stage pour apprendre à masser le massage thaïlandais. Ça m'avait trop fait rêver. Alors, j'ai pas fait la même chose. Et d'ailleurs, maintenant, je me dis tout le temps, il suffit pas d'aller 2 semaines en Thaïlande pour se proclamer ma sœur. Je suis un peu, des fois, d'ailleurs, un peu énervée sur des gens qui se disent ma sœur, mais qui ont fait juste un petit stage quelque part, et voilà. Mais ça avait quand même fait des graines, quoi, toutes ces petites choses-là. Et donc, tu te formes sur quand même pas mal de domaines différents. Mais en fait, toi, c'était quoi ? Tu voulais faire quoi ? Tu voulais vraiment, en fait... que du coup, j'ai lu un petit peu aussi comment t'évolues dans la description de ton activité.
de massage sur mesure, un massage intuitif, et de pourquoi l'intuition c'est aussi important pour toi. Comment à un moment tu te dis bon allez ok je me lance parce que c'est pas forcément évident. Non. D'ailleurs en fait finalement j'ai beaucoup posé des questions à plein de gens, bu des cafés. Toi tu fais. Enfin, j'avais des contacts d'une nana qui avait fait une école de sophrologie, massage. Alors je voulais être au début kiné, ostéo. J'avais regardé tous les trucs, mais bon, c'était hyper finalement lourd à 30 ans de reprendre un cursus de 4 ou 5 ans au bas mot. Voilà. Et puis d'ailleurs, c'est pas du tout les mêmes métiers, maintenant je le comprends bien. Hein. Mais qu'est-ce qui... Pardon, excuse-moi. Et du coup, sur ce que toi, tu voulais faire, en fait Oui, et ben en fait, je me disais, je vais voir un peu, je vais faire des modules, et puis en fait, l'auto-entreprise, ça me faisait super flipper. Vraiment. Ouais, enfin, c'était quelque chose... Puis moi, j'ai une famille de fonctionnaires. Enfin, c'est pas trop dans la culture familiale. Ouais, non. Enfin, après, tu me diras, maintenant, ma sœur est architecte à son compte. Et voilà. Mais elle a longtemps été salariée. Mais architecte, tu associes ça plus aux professions libérales. Ouais, c'est un peu différent c'est dans l'imaginaire collectif. Entre quelqu'un qui se lance, quand t'es archi, en fait... Pour moi, les architectes, il y a quand même toujours cette tentation, cette envie d'aller vers l'indépendance. Tu bosses dans un cabinet, mais t'es un petit peu exploité quand même. Enfin, voilà. Oui. Et à un moment, t'as envie aussi d'exister par toi-même. En fait. C'est carrément. Un peu différent, je pense. C'est vrai. Ouais. Mais du coup, les témoignages que j'avais de gens qui travaillaient dans le bien-être, souvent c'était, tu sais, c'est hyper galère de gagner sa vie, faut souvent avoir un boulot à côté. Donc moi, je l'avais quand même vachement dans le coin de ma tête de me dire, pourquoi pas trouver un mi-temps quelque part, et puis à côté faire des massages, parce que j'adore ça, voilà. Donc c'était un peu ça l'idée de base. Et puis j'avais quand même en tête, par tout mon parcours aussi, l'idée de me dire, le massage, c'est trop chouette, mais je voudrais aussi développer la partie atelier, faire des... Être dans le partage, en fait. Être dans le partage, ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai pas pu trop développer pour le moment parce qu'il y a eu le Covid, etc. Mais je suis très attachée aussi au collectif, à faire des choses de partage. Et puis parfois, il y a des choses qui émergent dans le collectif. Complètement. Moi aussi, j'aime beaucoup, tu vois, les cercles de femmes, par exemple. Et des fois, il y a des trucs que tu ressens, ou même quand tu vas interroger les lignées des autres. Enfin, c'est des trucs très, très forts qui... en individuel ne serait pas ressorti en fait au final. Ouais, complètement. Donc voilà, l'articulation, j'ai assez vite compris que mon projet Maison Plexus, ce serait pas que du massage en individuel, même si j'adore ça aussi, parce que je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans les séances, une vraie rencontre. Et voilà, mais j'ai besoin de me nourrir aussi, d'aller vers l'extérieur, aussi d'être que toute la semaine dans mon cabinet. Et puis pour la partie comment aussi passer du massage classique à massage intuitif, il y a eu quelque chose aussi, c'est qu'au début mes modules c'était dans des écoles très formatées, tu sais, pour être masseuse en spa, quoi. Oui. Et d'ailleurs il y a beaucoup d'écoles qui sont dans ce truc-là. En fait, ce qui est difficile pour nous en tant que masseurs, c'est que on a le cul entre deux chaises, entre la vision un peu esthéticienne, bien-être, modelage, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans tous les parcours d'école de massage. Et en même temps, on n'est pas des kinés, on n'est pas des ostéos, on n'est pas là pour réparer des corps. Et moi, je voulais être un peu entre les deux, quoi. À la fois être dans le bien-être, mais en même temps avec... Vraiment, je peux pas parler de soins parce que ce serait pas juste, mais
et non plus de thérapeute, tu vois. Peut-être avec une attention, mais, en fait. Ouais, voilà, avec une écoute particulière. Et ça, par exemple, dans les spas, on n'a pas ce moment avant pour dire comment on se sent, est-ce qu'on a l'habitude de se faire masser ou pas, c'est quoi notre histoire avec le toucher. On ne nous pose pas trop la question. C'est une prestation, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est plus une prestation qu'un vrai soin du corps. Enfin, je sais pas comment dire, c'est... Oui, c'est ça. C'est à la carte, et puis on va se dire, ah bah, moi, j'ai mal au dos, je veux un massage que du dos, voilà. Et en fait, j'ai trouvé cette superbe école, et après, je l'ai pas trouvée par hasard. Je me suis fait masser par une masseuse intuitive, et c'est ça qui a fait que... Finalement, j'ai fait waouh, mais enfin c'est marrant, après ce massage que j'ai fait, donc il y a quelques années maintenant, ça doit être d'il y a 6 ans, je vais voir une masseuse, j'avais l'habitude d'aller à Yves Rocher et dans les spas en fait, me faire masser, j'ai toujours aimé ça, mais c'était effectivement très consommation à la carte et tout ça. Et je me retrouve donc dans ce petit cabinet que dédié au massage, et elle me pose des questions, on boit un thé avant, après. Le massage était dingue. Et après ça, je suis ressortie. Alors non seulement je planais, et mon corps, il avait eu l'empreinte de ses mains, et c'était incroyable. Et en même temps, il y avait aussi plein de questions, quoi. Waouh, mais j'aimerais trop sa vie, quoi. Je veux faire pareil. Je veux faire pareil. C'était, voilà. Ouais. Et du coup, c'est comment l'école que tu as faite Alors, du coup, j'ai fait une école qui s'appelle l'EMPSI, et maintenant, donc c'est l'école de massage psychosomato-intuitif. D'accord. Donc, cette école, finalement, c'est parce que suite à mon massage que je viens de parler, eh ben, j'ai posé la question, et vous avez fait quoi comme formation? Elle m'a dit, j'ai fait le MPSI, ok, je l'avais noté sur un petit carnet. Et maintenant, cette école, elle a un peu évolué depuis que j'ai fait la formation. Elle est ouverte que aux praticiens déjà en exercice. C'est-à-dire que c'est plus ouvert à quelqu'un qui voudrait faire un cursus et qui n'a jamais massé. D'accord. Et j'ai adoré cette école parce que, en fait, on a à la fois appris à masser, évidemment, mais c'était vraiment une école pour nous guider, nous faire un peu... nous contacter avec qui on est vraiment, et qui on est en relation avec l'autre, parce que le massage, c'est du toucher, c'est le corps, on confie pas son corps à n'importe qui, on se laisse pas toucher par n'importe qui. Et du coup, on avait vraiment aussi toutes des parties, je me souviens, on a aussi on avait des modules de théâtre, de danse, de méditation, en fait, qui ponctuaient des moments avec des massages. On massait beaucoup. Enfin, des fois, je sortais, j'avais fait 5 massages dans la journée avec plein de gens différents. Tu reçois, tu donnes, c'est extra. Mais c'était aussi ponctué de moments plus créatifs. Et moi, ça me parlait en plus, de faire de la danse, des ateliers de théâtre. Et c'était aussi pour aller piocher et comprendre qui on était, faire venir aussi la créativité, qui est une notion qui est hyper importante en fait, parce que pour moi, si je massais en me disant toujours je fais de la tête aux pieds, et puis je fais ci, je fais ça, en pensant protocole et technique, je m'ennuie en fait. J'en fais 2, je plus envie. Enfin, ce qui est important, c'est de se dire, la personne qui est en face de moi... C'est du moment, voilà. De la façon de faire à chaque fois. Ouais. Donc, c'était super. Ouais. Et du coup, une fois que t'es sortie de cette école, qu'est-ce qui s'est passé du coup? J'ai même, figure-toi, avant la fin de En fait, l'école a duré à peu près 1 an et demi. Oui. Et un jour, donc au bout de peut-être 8 mois, mon formateur, David, qui est maintenant mon collègue, m'a dit mais pourquoi tu te lances pas en fait? Et tu vois, ça a été un peu un déclic, parce que pour moi,
la bonne élève que j'étais. Je vais d'abord finir. Je vais finir, je vais mettre dans les clous. Je comprends très bien. Tu vois, ouais. Non, mais attends, je suis pas légitime pour commencer maintenant. Il faut que j'ai mon diplôme, mais il faut que j'aie ma certification RNCP. Et en fait, RNCP, ça parle à personne. C'est le registre national des certifications professionnelles. Alors d'un côté, ça, on va dire pour des gens qui ont besoin d'être rassurés, ça permet d'asseoir un peu... bon, voilà, parce qu'effectivement, tu peux des fois avoir des formations un peu ballottantes. Et on en parle aussi des gens qui partent 2 semaines en Thaïlande et puis après qui disent qu'ils sont voilà, ma sœur, voilà. Donc au moins, il y avait ça. Mais en même temps, tu vois, d'entendre mon formateur me dire « Mais vas-y, en fait, t'es prête ». Et ben ça m'a donné un coup de pied. Je me suis dit mais ouais, en fait c'est vrai. Et il faut dire que avant de me lancer dans la formation, j'ai fait 1 an à domicile et je massais tous mes potes, les potes de potes. Et donc en fait aussi, tu te sens prêt parce que t'as l'habitude, parce que ça commence à devenir régulier, tu vois. C'est sûr que si tu fais une école mais tu masses pas à côté ou voilà, la pratique. Ouais, voilà. En fait, c'est ça, ouais. c'est pratiquer, pratiquer. C'est ça qui te permet en fait d'avoir confiance, d'être ancré. C'est ça. Hein, il faut être ancré aussi. Hein, parce que c'est bien. Être ma sœur, c'est aussi avoir les 2 pieds sur terre, quoi. Pas être. Et puis il faut être vraiment présent. Oui, il faut être présent. Ouais, faut être à l'écoute de la personne. Puis parfois, une séance, c'est des émotions qui ressortent, quoi. Hein. Moi, je dis tout le temps un massage, parce qu'on parle massage bien-être. C'est ça, moi, c'est praticienne en massage bien-être. C'est ça l'intitulé qu'on pourrait, chez Pôle emploi, ou j'en sais rien, donner à un masseur aujourd'hui. Voilà. Et en même temps, du coup, pour les gens, le massage, c'est que pour du bien-être. Superficiel, en fait. Ouais, voilà. Ça peut sembler... caresser dans le sens du poil. Et dire, voilà. Alors, après, je dis pas, hein, moi, je suis la première adepte des massages et je surkiffe sortir de là, à planer. On est là pour se faire du bien, quand même, quand on se fait masser. Hein. Mais parfois, ça peut faire ressortir des émotions, de l'inconfort. L'inconfort fait partie du massage, tu vois. Des fois, on peut être un peu... j'ai un blocage. Là, ça m'a connecté à une émotion, une sensation qui est pas toujours agréable. Alors, je dis pas, ça se fait pas tout de suite un premier massage. Non, c'est pas un truc qui ressort là. Et puis voilà. Et il y a des gens aussi qui sont pas ouverts à ça et c'est ok. Enfin, je veux dire, je veux pas à chaque fois. Enfin, faut aussi savoir que je suis vraiment à l'écoute de la personne et on sent quand la personne, elle est prête à se livrer, c'est le bon moment pour elle. Et en plus, le but, c'est pas du tout de faire pleurer les gens, hein, attention. Non, mais des fois, tu peux être connecté à des choses de toi, de l'intime. C'est l'intime, ouais. Le corps, ça reste quand même un lieu très particulier, quoi. On peut voyager aussi en massage. Hein. On peut repenser à un souvenir... à un rêve. J'ai fait une super formation sur le massage et le rêve et parfois en fait un massage c'est vraiment un moment où on va avoir des symboles, une image, donc après on peut être assez vite déboussolé, hein, faut trouver son orientation en sortant. Et donc finalement tu te lances, donc tu étais dans ta formation et donc t'écoutes le conseil de ton professeur, tu te dis allez, j'y vais. Et comment tu fais alors du coup? Alors, il me dit ça et à ce moment-là, j'étais dans mon pôle emploi et en même temps, il y avait toutes ces histoires en 2019, fin 2019, tous les auto-entrepreneurs qui ont créé à ce moment-là s'en souviennent. Il y avait une histoire, attention, l'acre va changer, c'est-à-dire que les dégressivités de charges, en fait, quand tu te lances à ton compte au début, tu payes pas plein pot ton URSSAF, tes charges sociales. Tu as l'opportunité d'avoir
une sorte de rabais, quoi, enfin, de lancement. D'accord. Un peu comme un encouragement Ouais, à c'est te ça. lancer. Ouais. Et en fait, il me dit ça et en fait, je m'aperçois que j'ai 1 mois pour lancer mon truc pour pouvoir bénéficier encore des 3 ans de dégressivité de charge. Alors que depuis 2020, en fait, les auto-entrepreneurs n'ont que 1 an à 50% de charge de l'URSSAF. Et du coup, tout le monde me dit, mais vas-y. C'est maintenant, fais-le tout de suite. Et crée ton truc. Et puis, en fait, ça prend d'ailleurs 1 heure sur Internet. Voilà. Donc, je crée mon truc. Et en parallèle, moi, en vrai, je fais pas les choses à moitié. Donc, en parallèle, je me dis, ouais, je regardais pour un local. Voilà. Et en même temps, je me disais de tous les témoignages que j'avais et comment je me sentais à ce moment-là, je cherchais à avoir 1 ou 2 jours par semaine, 1 ou 2 jours par semaine sous-loué, un local, quelque part, etc. Et du coup, en fait, il y a eu le feu vert de mon formateur, le truc de l'URSSAF, vite, c'est mieux de le faire en 2019 qu'en 2020, en tant qu'à faire. Et puis, je visite un local qui me plaît bien pour sous-louer 2 jours semaine dans un cabinet avec une psychologue en plein centre de Lille. Et là, je me dis, mais ouais. Et donc, alignement en fait, des planètes. carrément, alignement des planètes, j'y vais. Et donc, je fais ça et je me lance, pour la petite histoire, 2 mois avant le Covid. Ouais. Voilà. Et donc, comment ça se passe, en fait comment ça se passe quand tu te lances? Ouais. Et 2, comment tu gères avec la période du Covid? Alors, à la fois, donc, je suis assez confiante. Je me dis, j'ai encore du Pôle emploi. Et en fait, je pense que d'ailleurs, je le recommande à toute personne qui veut se lancer. C'est, si tu veux, moi, j'ai osé prendre ce local, mais je prenais pas un gros risque parce que je me disais, mon objectif pour le moment, c'est pas de toucher un salaire, évidemment. C'est de rentabiliser juste... si mon chiffre d'affaires il peut me permettre de couvrir mes charges et de me payer le loyer, bah c'est super. Et je fonctionnais comme ça parce que j'avais Pôle emploi qui pouvait m'aider et me donner le complément sur mon chiffre d'affaires. Donc ça a été une vraie aide. Pôle emploi m'a vraiment beaucoup aidée. Parce que du coup, c'était pas un gros risque que je prenais. C'était t'avais pas une inquiétude. Enfin, voilà. En fait, t'avais pas une pression. Non. De devoir ramener un chiffre. Voilà. Tout de suite. Et puis, il faut être réaliste au début. Je me disais, voilà. Donc, si je me fais 300 € le premier mois, c'est cool. Ouais. Et puis, le deuxième mois, voilà. Et après, comme je te disais, j'avais fait une bonne année à domicile, donc j'avais commencé à me faire un réseau, et le fait de dire maintenant j'ai un local, j'avais fait mes petites cartes de visite, j'avais une adresse à écrire dessus, j'étais hyper fière, mais aussi du coup c'était aussi aux yeux des gens, ça légitimait aussi ma professionnalisation, si tu veux. À partir du moment où j'ai eu le local, j'ai eu un pote qui est venu me faire des photos, tout ça, j'ai fait un site. Enfin, ça m'a vraiment professionnalisé. Et ça tu vois, même ancré dans l'esprit des gens. Comme, c'était Alice, pas juste un loisir. Exactement. Ou un truc. C'est vraiment son métier. C'est ça. Et donc même d'ailleurs les potes et les potes de potes là ils ont commencé à dire Alice en fait elle se lance quoi, c'est plus Alice qui sait plus trop, qui est au chômage, qui sait pas trop, là c'est voilà je me lance. Et alors le Covid ça a été particulier parce que à la fois, si tu veux, c'était quand même une époque, c'était il y a 2 ans, mais quand le premier confinement, mais pendant des semaines et des semaines, qu'est-ce qu'on entendait? C'était rester à 1 mètre de distance les uns des autres. Il ne faut pas se toucher. Ne vous approchez pas, pas de contact. Ouais. Alors moi, je faisais le truc le plus plein contact qu'on puisse faire, quoi. Impossible d'imaginer des choses à distance sur Zoom et machin. Impossible d'exercer parce que voilà. Je me souviens d'ailleurs que quand au tout début
pour les masseurs, il y avait des vidéos qui tournaient. Il fallait être en combinaison avec des gants. On se disait, mais j'ai pas fait une école de massage pour me retrouver avec des gants. Et pas être en contact complètement vraiment, dingue. Et ça m'a un peu tuée, hein, le moral. Là, j'étais là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, pourquoi Voilà. Et en même temps, tu vois, là, avec le recul de ces 2 dernières années, je pense que, en fait, mon activité a énormément... Alors, il y a des secteurs d'activité qui ont trinqué énormément avec le Covid, et d'autres, ça a été grande expansion. Et on peut dire que pour le massage, enfin, tout ce qui est bien-être, même en général, ça a eu le vent en poupe, parce que, en tout cas, à chaque déconfinement, il y avait une espèce de ruée. Les gens avaient besoin, tu vois, les mamans qui en pouvaient plus d'avoir leurs gamins chez eux, les retraités qui pouvaient plus toucher leurs enfants, plein de cas de figure. Les étudiants, les gens seuls, les célibes, enfin, il y avait tout, quoi. Et du coup, j'ai vachement, en fait, pu me faire connaître et développer mon activité avec le Covid. Ouais. C'est fou, hein. Enfin, oui, parce que finalement, les gens, ils ont fait un peu un retour sur eux aussi, et de se rendre compte que on a besoin aussi, du contact, d'être touché. Ouais. On s'en rend pas forcément compte dans le quotidien, on croise en fait plein de gens, machin, enfin, c'est quand d'un seul coup, tout s'arrête, y a plus. Et que limite, t'oses même plus prendre tes parents dans tes bras parce que tu sais pas trop bien, tu te dis j'ai des petits-enfants, si ça se trouve, t'es dans une espèce d'angoisse permanente du contact avec les autres. Complètement. Et que c'est quand même très particulier, quoi, comme période... Alors, je dis pas, il y en a effectivement qui avaient peur et qui ont attendu que ça se calme un peu pour venir dans un cabinet de massage, ce que je comprends. Hein. Mais nous, on prenait beaucoup de précautions. On aérait entre chaque rendez-vous aussi. Tu vois, il y avait vraiment tout... on avait eu des consignes de la Fédération française de massage bien-être pour accueillir les gens, rassurer les gens. Mais effectivement, il y avait et puis il y a eu j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus en disant les confinements, j'étais en télétravail, ça m'a fait me prendre conscience que je prenais pas assez de temps pour moi. Certaines personnes, alors, je dis pas que tout le monde peut s'offrir un massage, mais il y a eu de l'épargne aussi, tu vois. Les gens, ils pouvaient plus aller au cinoche, au resto et tout ça. Donc, en fait, moi, j'ai envie de m'offrir un massage, là, ça me fait trop du bien. Et donc, ça a vraiment profité à mon activité, ouais. C'est marrant. Et toi, du coup, comment tu vois la suite? Parce que... Donc, là, t'as un petit bébé qui va arriver, donc voilà. Mais après, comment t'as envie de continuer? On en parlait un petit peu avant d'enregistrer, mais comment t'envisages la suite de Maison Plexus? Alors, j'ai d'ailleurs, depuis 2 ans, je me suis rendu compte que c'est fou. Je suis hyper contente des clients... Alors, je vais dire cliente presque, parce qu'il y a 80% de nanas. Bon, j'ai quand même quelques mecs et je suis contente. J'adore masser les mecs aussi, je trouve c'est chouette. Et donc, je me suis aperçue quand même que les gens qui viennent à moi, c'est des gens qui me ressemblent. Et quand j'ai eu le désir de la maternité, je me suis retrouvée aussi avec beaucoup de femmes enceintes, de nanas ou en PMA. Moi, j'ai moi-même un peu galéré. J'ai attendu 1 an et demi avant de tomber enceinte et j'avais beaucoup en thématique un peu sous-jacente, soit les mamans... jeune maman postpartum, femme enceinte, enfin voilà, ce sujet-là était quand même assez présent. Et là, la maternité, le fait de me poser, en plus c'est génial parce que c'est vraiment un moment où je le prends comme un petit cadeau aussi de
focus sur moi, d'apprendre plein de choses sur le corps, la transformation du corps, les ressentis et tout. Donc j'adore. Et je me dis, forcément, à ma reprise, j'ai trop envie d'aller encore plus dans l'accompagnement autour de la périnatalité, de proposer des choses pour les femmes enceintes. Alors, j'ai fait une petite formation de yoga prénatal. Ouais. Et j'aimerais bien, pourquoi pas proposer aussi parfois à des mamans des petits accompagnements là-dessus. Mais ça peut être aussi, comme je le fais en sophro, d'ailleurs, j'ai une formule qui s'appelle ancrage et massage, où c'est 20 minutes de sophro avant de faire un massage. Ça pourrait être pareil, de montrer des petits exercices à faire chez soi, pour les femmes enceintes. Et j'aimerais bien faire une formation massage bébé. Là, je suis en train de demander aussi une formation là-dessus. Et après, j'ai à cœur de... du coup, il y a quand même une orientation qui se tourne vers ça. Et j'aimerais bien reprendre avec cette ligne de mire-là, de proposer aussi des ateliers, comme je te disais, donc autour de ces thématiques-là. Et en même temps, j'ai quand même envie de dire les hommes sont les bienvenus, les gens qui n'ont pas envie d'enfants, ils sont les bienvenus, les mamans qui sont pas dans le désir de grossesse, j'ai envie aussi de les accueillir, quoi. Tu vois, c'est pas, je veux pas en faire une spécialité et écrire sur mon front massage périnatalité. Même si évidemment, là en plus, je vais être au taquet, quoi, là-dessus, forcément. Oui, parce que tu vas le vivre. Je veux le vivre à fond. Aussi. Donc, du coup, dans le partage, ça aussi. Mais c'est vrai que je comprends ta démarche. Je veux dire, je veux parler à tous et pas qu'à une seule partie de la population qui vit ce moment de la maternité et de tous les bouleversements que ça engendre quand on est enceinte, après l'accouchement et puis après. Ouais, carrément. Après, c'est vrai que on peut pas parler à tout le monde. Et d'ailleurs, je trouve ça assez sain de reconnaître qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est un enseignement global. Mais donc je sais que de toute façon, y a des gens qui viennent et puis qui reviendront pas, et d'autres qui viennent et puis d'un coup ils vont dire je veux venir tous les mois. Et donc c'est ça, quoi. Mais en tout cas, j'ai assez confiance dans le fait de toujours attirer à moi des gens où il y a une rencontre et c'est chouette et c'est des bons moments, en fait. Je suis trop contente. Moi, de toute façon, ma récompense, je l'ai quand je vois les gens arriver et leur tête en repartant, quoi. Et la tête, c'est plus la même, le visage, il est plus le même, et c'est comme chez le coiffeur, il y a l'avant-après, quoi. J'adore. Qui se passe, et c'est ça la vraie récompense. Et en tout cas, à partir de ma reprise aussi, il y a un petit changement, c'est que j'étais sur 2 cabinets. Donc j'étais dans le Vieux-Lille avec 4 autres praticiens intuitifs, dont mon fameux formateur dont on a parlé. Et rue Jacques Margillet, là où j'ai eu mon premier cabinet. Et là, j'ai rendu le cabinet rue Jacques Margillet parce que, indépendant, congé mat et tout, je voulais... me délester d'une charge assez forte, tu vois, d'un loyer. Et puis, sans nostalgie, tu vois, j'ai rendu le cabinet. Et aussi, en parallèle, dans le Vieux-Lille, c'est un trop beau petit cabinet. C'est là où j'ai eu mon massage qui m'a un peu fait vriller et poser plein de questions. Et c'est un magnifique lieu, tu vois, poutres apparentes, briques. C'est dans la petite rue Pétérinque, une petite rue pavée en face de la Bodega. C'est un superbe lieu, très intimiste, très chaleureux. En duplex, donc c'est hyper sympa parce que t'as une partie salon où on peut échanger en bas, et en haut vraiment la salle pour masser. Et il s'avère qu'il y a une petite courée et il y avait une
une psychanalyste qui exerçait, qui est la propriétaire de tout le bâtiment, et qui nous a proposé de reprendre en fait l'espace. Donc du coup, je vais être que dans le Vieux-Lille après. Et ça, c'est super pour moi parce que j'adore ce lieu. Et les lieux sont hyper importants. Ça fait beaucoup. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Quand tu rentres dans un endroit, en fait, des fois, de suite, en fait, tu ressens un truc, tu te dis ça va bien se passer. Quand Carrément. toi tu viens, en fait, tu dis bon, ok, je le sens bien, ou alors non, en fait, je le sens pas. Et limite, j'ai envie de partir tout de suite. Ouais, complètement. Alors, je t'avoue qu'en plus, là, c'est chouette parce qu'ils refont à fond le truc. Il y a des gros travaux en ce moment. Et quand, du coup, à mon retour, ça va être vraiment trop bien. Il y aurait eu tous les travaux, les toilettes, tout va être refait. Au top, parce que c'est vrai que c'était un peu vieillot, Vieux-Lille et tout, très mignon, mais la salle d'attente, c'est marrant. L'anecdote, c'est que des fois, les gens, il y a eu 1 ou 2 personnes qui sont jamais venues, ils vont dans la salle d'attente et puis ils se disent « Oh là, où est-ce que je suis ?» et qui sont repartis. Ah oui. Et parce qu'ils connaissaient... Enfin, c'est vraiment dans l'architecture... tu rentres pas tout de suite dans le lieu. Enfin, c'est pas un institut de beauté. Il y a pas un accueil. Il y a pas un standard. Donc t'arrives, t'es un peu oula, où est-ce que je suis ? Et après, pour ceux qui connaissent vraiment l'endroit, il y a pas de problème, quoi. Ils reviennent, mais donc c'est pas mal qu'il y ait un petit coup de fraîcheur. Et les lieux sont hyper importants. Et d'ailleurs. La dernière fois que je suis allée me faire masser dans un spa, et je crois que ce sera la dernière, c'était... pourtant, j'avais foutu le paquet. Je suis allée à l'Ermitage Gantois. Ouais. Je me suis dit, bon, allez, je m'offre vraiment le truc, parce que c'est quand même assez cher. Hein, oui, c'est pas donné. C'est pas donné. Le lieu est beau. Ouais. Et quand j'ai pensé aux masseuses qui passent leur journée dans le noir, dans un sous-sol, alors bon, c'est sympa en tant que client, l'expérience client, et encore, parce que moi j'ai été vachement déçue d'être un peu mise à la porte tout de suite. Enfin, il n'y a pas d'échange, quoi. C'est bonjour, au revoir. Et en plus de ça, bon, bah, c'est sympa, ça sent les bons parfums, et il y a une ambiance tamisée, mais moi, tu vois, je prône aussi une ambiance, je prends soin de moi, et du coup, dans les endroits où je masse, c'est aussi important qu'il y ait de la lumière, que le lieu, l'ambiance est hyper importante pour les gens, mais aussi pour moi. Ouais, et il faut prendre soin de soi aussi, hein. Ouais, je suis d'accord. Puis je trouve que des fois, il faut... on regarde pas souvent son corps. Ouais. Et en fait, même des fois, on n'a pas vraiment envie de le regarder. Ouais. Tu vois, on se dit, bon, c'est pas grave, je te regarderai plus tard, mon corps. Voilà, c'est tout, je vis avec toi, mais en fait, je te regarde pas vraiment. Ouais. Et quand on est dans un moment comme ça de soins, quelque part, tu te dis, si je suis dans une ambiance qui est hyper tamisée, finalement, je vais pas vraiment prendre conscience de mon corps et je vais peut-être encore le mettre un peu de côté. Alors que si je suis dans un lieu qui invite finalement au fait de me regarder, tu vois, de me connecter à moi, et finalement, je vais avoir un regard différent et peut-être plus bienveillant en fait sur mon corps tel qu'il est, ce qu'il porte, ce qu'il a supporté ou accompagné, et que du coup ça permet aussi soi-même, quand on prend ce temps-là pour soi, d'avoir un regard différent sur soi en sortant après. Ouais. Je sais pas si tu partages ça. Complètement. Ouais. Et alors, ça arrive beaucoup pour les nanas en postpartum. Ouais. C'est vrai, hein, on vient d'accoucher, on n'est pas à l'aise, le bide, il est tout décontracté, voilà. Ou alors, c'est drôle aussi, le nombre de nanas qui vient et qui dit « Je suis désolée, je suis pas épilée. » Et je dis « Mais on s'en fout complètement. » Après, je comprends. Enfin, je veux dire, quand on va se faire masser, on confie son corps. Donc, il y a une certaine timidité. Surtout quand on connaît pas la personne, voilà. Et après, je rassure toujours les gens en leur disant, en fait, ce qui est super, c'est que je les laisse s'installer. Moi, je suis pas là. Donc, ils font ce qu'ils veulent, ils se déshabillent comme ils veulent. Et après, en fait, il y a toujours la serviette qui est là, au-dessus.
je veux dire, à aucun moment la personne elle se retrouve nue face à moi. Le massage c'est pas ça non plus. Enfin ça peut arriver d'avoir des moments où j'enlève la serviette, mais ça c'est quand je connais bien la personne, qu'elle vient se faire masser tous les mois et que il y a une vraie relation qui s'est installée et voilà. C'est pas le premier rendez-vous. C'est pas le premier rendez-vous. Allez, on enlève la serviette, c'est parti quoi. Non, il y a vraiment le respect de l'intimité du corps de l'autre et un massage aussi c'est s'envoyer de l'amour à soi et moi je suis là pour ça aussi, c'est pour que les mains elles disent c'est ok, t'es bienvenue comme t'es, comme chez McDonald's, bienvenue comme tu es, venez comme vous êtes. C'est horrible comme comparaison, avec mais vos il y a poils, vraiment, avec votre corps comme il est et puis voilà avec vos bourrelets ou pas, ou alors justement tu vois, il y a des gens qui ont des troubles alimentaires, il y a tellement d'histoires. Enfin, j'avais eu aussi une nana qui, tu vois, qui avait fait poser une sleeve là, enfin après une opération pour perdre 50 kilos. Justement, le massage, il est là pour redessiner ses contours, pour aller venir se reconnecter à son corps tel qu'il est. Et c'est pas facile. Et non. Ah, non. Et puis tu vois, je trouve c'est marrant parce que je ne sais plus dans quelle émission j'écoute. On parle quand même beaucoup du rapport au corps et aussi de tout ce qu'on nous renvoie, tu sais, sur en fait, je trouve des injonctions un peu contraires. Tu sais, d'un autre côté, il faut être le body positive, machin, aimer votre corps comme il est, nanana. Et puis après, on te dit que les modèles grande taille, elles font du 42, alors que t'as envie de dire, non mais attendez les gars, quoi. Et 40-42, je pense que c'est la moyenne de taille des Françaises. Et en fait, si tu veux vraiment être inclusif, il faut aller beaucoup plus loin. Et en fait, du coup, je trouve que c'est très difficile, notamment quand tu subis, on va dire, une modification comme la maternité. Qui agit en fait vraiment sur ton corps et ton corps d'après il n'était pas celui d'avant et en fait des fois je trouve que c'est hyper dur d'être bienveillant avec ton corps et de l'accepter, en fait, de dire finalement mon corps je suis déjà reconnaissant de tout ce qu'il fait pour moi et en fait il faut que je l'aime comme il est mais je trouve que des fois c'est hyper difficile et parce que la société est très violente je trouve sur le corps, les corps des hommes, parce qu'il y a la masculinité, la virilité qu'on leur impose, et le corps des femmes, qui est encore dans pas mal d'endroits la propriété des hommes, et ou alors le lieu de fantasmes et de sexualisation à outrance du corps. Et du coup, je trouve que c'est très dur, en fait. Ouais, complètement. Ouais, c'est vrai. Et de se reconnecter à soi d'où le fait qu'il y ait parfois de l'émotion évidemment il y a beaucoup de l'émotionnel de se reconnecter parfois à son corps comme ça, on l'a un peu mis de côté et c'est hyper intéressant. Et en même temps tu vois justement tu parlais du coup de il y a encore dans notre société l'amalgame qu'on fait entre massage et sexualité. Enfin, c'est trop bizarre, mais ça m'arrive plus trop. Mais tu vois, au début, t'es jeune masseuse, t'as des gars qui sont là, ils pensent que... qu'il va se passer un truc. Est-ce qu'il y a une finition Enfin, non, mais j'exagère, mais tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Et heureusement, d'érotisation mais autour du massage. Exactement. Donc, tu vois, tu parles du corps, tu parles d'huile, de toucher, tout de suite tu veux être dans un truc sexuel. Et le massage est sensuel par définition, c'est tous les sens qui sont... c'est la sensorialité. Sensorialité. Il y a la sensualité, la sensorialité, mais la sexualité, alors là, absolument pas. Mais ça, c'est... C'est un peu une image finale, quoi. Un truc, les gens, que certains peuvent se figurer dans leur esprit, mais non. Et d'ailleurs, on fait des massages duo, tu vois. Donc, deux personnes peuvent venir ensemble. Et, mais j'ai 2 collègues garçons. Et souvent, en fait, on leur dit, non.
On veut des femmes, en fait... Enfin, 2 hommes qui massent Enfin, tu vois, il y a encore ce truc-là. Chez les hommes, ils préfèrent être touchés par des femmes que par des hommes. C'est trop bizarre. Enfin, ça, j'avoue que ça m'est égal, en fait. Ouais. Tu vois, je me dis, le moment que je vais vivre... En fait, ce qui compte, c'est plutôt la personne que le fait que ce soit un homme ou une femme qui me masse. C'est pas très important, en fait. Peut-être qu'une femme, enfin, j'en sais rien, tu vois, moi, par exemple, les coiffeurs, j'aime pas être coiffée par des femmes, je préfère être coiffée par des mecs. Ouais. Parce que je trouve qu'ils ont un regard sur... de préférence des gays aussi, mais ouais, ça, c'est encore une autre histoire. Ouais. Et parce que du coup, ils ont un regard sur la féminité et tout qui est vraiment différente. Carrément. Et en fait... il y a une rencontre, un truc qui se produit, et que si tu sois un homme ou une femme, ça ne doit pas vraiment jouer. Non, non. Et d'ailleurs, moi, avant de faire l'école, j'avais jamais été massée par un homme. Et maintenant, j'aime bien alterner. J'aime bien aussi les mains d'hommes. Enfin, je trouve que c'est intéressant, d'aller explorer les deux, Autre chose, enfin, voilà. Mais c'est tout ça pour dire que c'est vrai qu'il y a encore des clichés qui sont bien véhiculés par notre société. Voilà, autour du corps, en général, carrément. Oui, c'est vrai que ça reste un lieu un peu tabou. Tu vois, et puis je regarde le temps, 53 minutes qu'on parle. Et c'est très chouette. Et c'est vrai que ça fait réfléchir aussi sur pas mal de choses. Et j'avais une question aussi sur est-ce que, avant que tu t'arrêtes pour prendre soin de toi et profiter de ta grossesse, est-ce que tu arrivais à vivre de ton activité ? Alors, pour ceux qui se posent la question aussi, tu vois, est-ce que tu peux faire ça et vivre de ton activité ? Grande question. Alors, c'est vrai que c'est pas évident parce que finalement, ce qui peut être satisfaisant pour l'un ne l'est pas pour l'autre, etc. Chacun a son niveau d'exigence aussi. Mais... En tout cas, ce que j'entends, c'est que pour moi, vivre de mon activité, c'est que je peux dire que oui, parce que je n'ai pas eu besoin de trouver un boulot, justement, dont je parlais au début, à côté, à mi-temps, pour pouvoir faire ce que je fais, tu vois. Je peux vivre de mon activité à 100%. Dédié à ça. Après, il y a eu les Covid et ce qui est compliqué pour moi, par exemple, je n'ai pas de trésorerie. Et ça, c'est vraiment tout l'enjeu de mes prochaines années, c'est de pouvoir avoir une trésorerie pour m'offrir des nouvelles formations, pour du nouveau matériel. Enfin, voilà, c'est ça aussi. Et ou un couac, tu vois, je me casse un bras, tu vois, voilà. D'ailleurs, j'avais jusqu'à ce jour pas du tout prévu de prévoyance, et là, c'est mon grand truc de se dire, ça y est, je vais prendre une prévoyance, tu vois. Au début, c'est vrai que quand tu te lances, t'évites trop de charges et tout. Et là, ça fait partie des trucs qui sont importants pour moi. Donc oui, et après, en fait, ça s'est pas fait en un jour. C'est ça que je dis tout le temps, c'est que, voilà, moi, au début, j'ai pas vu le sommet de la montagne, quoi. J'ai vraiment dit, au début, mon objectif, c'est de rembourser mon loyer. Et après, petit à petit, trop bien, j'ai fait plus que mon loyer. Et ça s'est fait vraiment progressivement. Ouais. Donc là, au bout de 2 ans, d'ailleurs, je suis trop contente. J'ai regardé hier, d'ailleurs, mon prévisionnel et je suis à peu de choses près dedans. Et donc, je suis trop contente. Rien que ça, c'est top. Et pourtant, oui, il y a eu Covid, il y a eu confinement. Là, j'ai dû m'arrêter plus tôt que prévu. Dans ma grossesse aussi, avant mon congé mat et tout. Donc, je suis très contente de ça. Et après, je vais pas te mentir, ce qui m'a vachement aidée pour pouvoir en vivre, c'est c'est mon réseau et le bouche à oreille. Et puis les réseaux sociaux, Instagram, les gens qui fou, parlent de... Mais moi, je crois que... Moi, c'était Charlotte de chez Compressé qui avait parlé, qui avait fait un massage avec toi. Et du coup, moi, j'avais été regarder ce que tu faisais et tout. Et en me disant, allez, je le note pour me faire un massage comme ça. Voilà.
C'est ça, c'est la magie quand même des réseaux sociaux qui ont aussi plein de travers, les addictions, le fait de se comparer les uns les autres et machin. Et en même temps, il y a ce truc qui est formidable, quoi, pour se faire connaître. Et voilà, il a suffi de 3 bonnes communications, Bon partage, voilà, et puis après, voilà. je suis allée me faire masser chez Alice, c'était super, et tac, et puis ça prend, et donc là maintenant je suis hyper en tout cas avant là de partir en congé mat, j'avais 1 mois de délai, quoi. C'était waouh, trop bien. Enfin, moi au début j'ai commencé, j'étais contente d'avoir 2 personnes dans ma semaine, hein. Oui. Voilà. Ouais, c'est chouette. Donc là, c'est le top. Et aussi, si j'ai 1 mois de délai, c'est pas pour rien, c'est que je suis toute seule et que je m'écoute. Et que du coup, en fait, je pourrais faire 15-20 massages par semaine, mais c'est pas possible. Moi, physiquement, en fait, je l'ai fait. Hein. D'ailleurs, j'ai fait des semaines vraiment hard. Et en mode spa, en mode je masse à fond. Mais sauf que la semaine suivante, t'es rincé en fait. Et moi je veux toujours avoir du plaisir dans ce que je fais, donc j'ai trouvé mon bon équilibre pour pouvoir à la fois me dire bah voilà, j'ai quand même mon petit salaire. Enfin, c'est un peu bizarre d'ailleurs, quand t'es indé, c'est pas vraiment un salaire, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est, tu vois, je suis pas encore bien rodée sur ma manière d'appréhender justement l'argent que je gagne avec les charges et tout. Enfin, c'est un peu... Mais quand même très fière de moi, parce que je peux dire que j'arrive à en vivre, quoi. C'est génial. Ouais, c'est super chouette. Ouais. Là, du coup, quand tu parles, j'imaginais un truc, une retraite avec l'or, astrologie, massage, un peu de yoga et tout. Carrément. Un long week-end comme ça. Mais d'ailleurs, j'ai massé dans le cadre d'une retraite une prof de yoga qui m'avait invitée à masser les... Et c'est là que je me suis dit, mais moi, je vais le faire aussi. Tu vois, des ateliers de partage, savoir un peu s'automasser, des trucs comme ça qu'on t'apprend pas, en fait, et c'est bien dommage, d'ailleurs. Ah ouais, il y a encore plein de choses à explorer, et c'est trop cool. Après... je veux pas faire croire que je gagne aussi ultra bien ma vie. Tu vois, faut pas non plus que les gens entendent elle gagne bien sa vie et tout. Enfin, je dis que je gagne ma vie, mais je gagne pas bien ma vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu gagnes pour vivre, moi je suis heureuse comme ça en fait, ça me va. Après moi je bosse pas 35 heures semaine, j'ai du temps pour moi, enfin, et je masse pas 35 heures semaine d'ailleurs. Ça c'est important de le dire. C'est que quand t'es masseur, tu ne peux pas. Ouais. Il faut des après-midi. Moi, je masse en demi-journée. Je me suis rendu compte que c'était ça mon truc. C'est de faire soit le matin, tu vois, jusque 9-14, ou soit l'après-midi 14-20. Mais tu ne peux pas. Ouais. Et des jours off dans la semaine pour faire de la compta, de la com, machin. Mais après, voilà, je gagne pas des milliers des cents, mais je suis heureuse comme ça. C'est ça qui est important. C'est ton en fait à toi. Tu trouves la façon où toi tu es bien et où tu peux pratiquer ce qui te plaît. Ouais. Au rythme qui te convient en fait. Qui me convient, ouais. Et après, toutes les retraites, les ateliers, ça me dit trop. Et en même temps, c'est un peu flippant. Mais c'est ça aussi, la qualité d'un indé, c'est d'oser et prendre des risques. Et donc, j'ai trop envie de prendre ces risques-là et de le tenter. Et du coup, tout ce que tu décris, j'ai trop envie de le faire. Et après, en même temps, il y a toujours... les ateliers que j'ai proposés, j'en ai pas proposé beaucoup, mais c'est dur au début, tu vois, de mobiliser son public. Voilà, je pense que c'est tout un travail aussi de... Oui, il y a de la pédagogie aussi. Grave. Ouais. De pédagogie, de mobilisation. Voilà, c'est pas si simple que ça, tu vois. Oui, tu peux pas dire, allez, on va faire un atelier. Je vais avoir 10 personnes. Non, des fois, en fait, ça, où les gens sont intéressés, mais finalement, de là à venir et de s'engager à venir sur un week-end, là, c'est un autre sujet. Ça complique les choses. Donc, mais ça, moi, j'ai plein d'idées, j'adore.
Super, merci Alice. Avec plaisir. Je vais te poser les petites dernières questions du podcast si tu veux bien, parce que tu vois là, ça fait un peu plus d'une heure qu'on parle, donc, mais c'est très bien et là, c'était hyper intéressant et vraiment je te remercie aussi, tu sais, de ta transparence. C'était vraiment super agréable. Donc ce podcast s'appelle La Boussole. Ouais. La boussole indique le nord. Le nord, c'est l'étoile polaire, et l'étoile polaire, c'est ce qui nous guide dans la vie, dans la nuit, comme le berger. Et toi, qu'est-ce qui te guide dans la vie, Alice ? Qu'est-ce qui me guide dans la vie ? J'ai envie de dire mes sens, mes 5 sens. Ouais. Et d'ailleurs, même on dit souvent le 6e sens, c'est l'intuition. C'est ça qui me guide en fait. Tu la suis en fait. Ouais, je suis très attachée à la beauté des choses. Donc de regarder, d'être inspirée, de pas avoir des œillères. Et donc aussi d'être ancrée, j'en parlais beaucoup, de l'ancrage. Et donc ça passe par vraiment se connecter à ses sens, et nos 5 sens, ils sont là pour justement nous mettre en connexion avec les autres et c'est le monde qui nous entoure. Et de capter aussi, de dire là je suis dans la bonne direction. Là, ça compte un peu. C'est les 5 sens. Et alors, est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller ? Alors je voulais le retrouver, j'ai pas retrouvé, mais physiquement là devant toi. J'adore Amandine D, qui est une autrice lilloise. Et alors, La femme brouillon est un superbe livre que j'avais lu il y a quelques années, mais j'ai une copine qui m'a dit « Relis La femme brouillon ». Et je l'ai relu là en étant enceinte, et c'est excellent. C'est vraiment... j'aime cette écriture spontanée et puis elle a un petit côté féministe et elle raconte quelque chose qui est très touchant parce qu'on sent que c'est ses tripes quoi. Et d'ailleurs son dernier bouquin qui est super aussi sur plein d'âges de la vie d'une femme à différents moments, je sais plus, mais en tout cas voilà, je pensais à Amandine D. Et aussi des petits, j'avais sorti, c'était Marion Fayolle. Alors c'est une illustratrice et c'est des dessins magnifiques, et elle a sorti Les Petits, c'était il y a l'année dernière. Et en fait, c'est vraiment des dessins trop beaux sur la grossesse, la parentalité. Et voilà, donc Marion Fayolle et Amandine D. Très bien. Et enfin, si tu avais quelqu'un à me recommander pour le podcast ? Alors, moi, j'ai pensé à Chien Fou, qui est une tatoueuse lilloise. Qui a d'ailleurs participé à un podcast qui s'appelle Bérésina. C'est un super podcast local, puisque c'est Radio Moulin qui héberge ce podcast, qui est du coup... la Bérésina, c'est par définition la loose voilà, donc c'est notre rapport à l'échec. Et donc Chien Fou, c'est une tatoueuse qui m'a tatouée, qui cartonne, et j'ai adoré son épisode parce qu'elle parle du rapport au corps, mais en tant que tatoueur, c'est encore différent, parce qu'elle est justement sur les gens qui ont peur de la douleur. Forcément, ils viennent d'avoir, à la fois, c'est un moment trop cool, je vais me faire tatouer, et en même temps, t'as un peu peur de ce qui va t'arriver, tout ça, et puis l'empreinte sur ton corps et tout. Et donc voilà, j'ai envie de dire Chien Fou. Super. Merci beaucoup Alice. Je mettrai tous les liens vers Maison Plexus, tes différents réseaux sociaux pour te suivre, et puis je te souhaite plein de bonheur dans les prochains mois. Et une belle rencontre à venir. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez 2 personnes de votre entourage, et dites-le moi sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Boussole. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.